Bien, on va reprendre donc là où on en était. Donc, je vous disais que des fois, il y a un enfin, un petit problème. C'est-à-dire que des fois, on fait des erreurs au niveau de la variable. Il faut bien faire attention, ici, la variable, c'est x. Et des fois, je me retrouve avec des étudiants qui me mettent f' de x égale 1 sur 1 plus t au cube. Donc là, on n'est pas avec la bonne variable. C'est pas bon. Pour bien comprendre les choses, imaginez que je pose grand G de t, une primitive de 1 sur 1 plus t au cube. Grand G de t. Donc, je l'appelle grand G. Par définition, l'intégrale, ça sera grand G de t. Alors là, je ne peux pas vraiment la calculer. Là, il y a un travail difficile pour calculer l'intégrale. Entre 0 et x. Voilà, c'est la définition d'une intégrale. Donc, quand je vais remplacer par x, je vais avoir grand G de x moins grand G de 0. G de 0, c'est une constante. Donc, quand je vais dériver, c'est juste pour que vous compreniez cette dérivée. Quand je vais dériver f, je vais dériver tout ça. Et comme la dérivée d'une constante, c'est 0, il va me rester juste la dérivée de g de x. Donc la dérivée de g de x, c'est g' de x. Donc, comme g était une primitive de cette fonction, sa dérivée, c'est la fonction. Et vous voyez bien que la variable, c'est x et c'est pas t. Voilà, j'espère que ça permettra de voir un petit peu plus clair là-dessus. Alors, on va faire la deuxième question. C'est intégrale de 0 à x au carré. Quand je l'appelais g de x. G de x. Donc, là, j'ai une fonction qui est un tout petit peu différente de celle qu'on a vue dans le cours, puisque la borne, c'est plus x, mais c'est x au carré. Donc, il faut bien comprendre que cette fonction-là, en fait, c'est la fonction f de x au carré. En fait, c'est une fonction composée. Avec f, la fonction définie précédemment. En fait, vous voyez, ce que j'ai fait en écrivant f de x au carré, c'est que j'ai remplacé la borne supérieure par x au carré. J'ai fait comme un changement de variable. En fait, celle-ci, c'est une composée de fonctions, de la fonction f et de la fonction carré. Donc, à partir de là, je vais m'appuyer sur tout ce que j'ai fait précédemment. En l'occurrence, le fait que j'ai déjà montré que f était de classe C1 sur un certain intervalle et mes connaissances sur la fonction carré. Donc, par exemple, première question, pour justifier que G est de classe C1 sur R. Alors là, il faut bien réfléchir aux espaces de départ et d'arrivée. Ici, en fait, pour fabriquer la fonction G, j'ai une fonction x. J'ai associé la fonction carré, et ensuite j'associe f de x au carré. Ça se fait en deux temps, c'est une fonction composée. Si au départ j'ai un ensemble R, l'image de R par la fonction carré, c'est R+. Et ensuite, bon, l'ensemble d'arrivée, de manière générale, c'est R. Après, il faudrait pouvoir préciser par une étude de fonction quel est l'ensemble d'arrivée. Moi, ce qui va m'importer ici, c'est que mon ensemble d'arrivée intermédiaire, c'est R+. Ça veut dire que la fonction f, quand je prends f de x au carré, la fonction f, en fait, elle ne travaille que sur l'intervalle des réels positifs, que sur R+. Or, on avait montré tout à l'heure que f était de classe C1 sur l'intervalle -1 plus infini. Donc, si elle est C1 sur -1 plus infini, elle est a fortiori C1 sur R+. Donc, en fait, G va être C1 sur R comme composé de fonctions de classe C1.
après, il faut bien comprendre ce qui se passe derrière, effectivement. Pourquoi on peut dire ça? Parce que la fonction f, elle est sur un intervalle de définition ici qui est R+, sur laquelle elle est de classe C. Dès qu'on a vu que c'est une composée de fonction, on va utiliser tout ce qu'on a vu précédemment. Tout ce qu'on a vu précédemment. Donc, par exemple, pour calculer la dérivée, je vais effacer ici, elle est de classe C1, donc ça veut dire que je peux calculer sa dérivée. Pour calculer sa dérivée, je vais calculer la dérivée de f de x au carré. Je rappelle un résultat, c'est que la dérivée de f rond u, c'est f' rond u fois u'. Ou autrement dit, f de u, c'est f' de u fois u'. Là, c'est, je vais le noter aussi comme ça, la dérivée de f de u, c'est f' de u fois u'. Donc là, comme je dérive une fonction composée, je vais avoir pour tout x appartenant à R, g' de x qui vaudra f' de x au carré, f' de u fois u'. U', c'est 2x, dérivée d'une fonction composée. Mais la fonction de dérivée f', c'était 1 sur 1 plus x au cube. Donc ça fera 1 sur 1 plus x au cube, et comme c'est la f' de x, ça sera x au carré au cube. Ça fera 2x sur 1 plus x puissance 6. Je vais peut-être revenir un tout petit peu là-dessus, sur f' de x au carré. Ce qu'il faut comprendre au préalable, c'est que f', pour bien comprendre, je vais prendre une autre variable. Je vais dire f' de grand x, c'était 1 sur 1 plus x au cube, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, pour calculer f' de x au carré, je vais remplacer x grand x par x au carré. Voilà, ça me permet d'avoir la dérivée. 2x sur 1 plus x puissance 6. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, sur le coup. Sur les fonctions définies par des intégrales, vous aurez des exercices pour vendredi. Vous aurez d'autres exercices pour mardi prochain, puisqu'on terminera le TD mardi prochain. Voilà. Et entre-temps, on commencera le cours. La semaine prochaine, on commencera le chapitre 21. Mais là, pour vendredi, je vais vous donner des exercices d'application. Et puis, le devoir maison portera aussi sur ces problématiques d'intégrales avec différents types d'exercices. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Voilà. Alors, si c'est bon, on va passer au TD. Vous aviez deux exercices. Voilà. Vous aviez deux exercices. Alors, le premier exercice, je vais passer assez vite sur la partie. Bon, après, n'hésitez pas à m'arrêter, bien sûr. Hein. C'était une décomposition en éléments simples que vous aviez à faire ici. Bon, c'est assez classique. Hein. Je pense que je ne reviens pas trop là-dessus. Vous m'arrêtez s'il y a un problème, mais je ne reviens pas trop là-dessus. On fait la décomposition, on met sous le même dénominateur, etc. Pour pouvoir décomposer l'expression. Alors ensuite, on utilisait cette décomposition. On utilisait cette décomposition ici pour faire apparaître en fait
des fonctions pour lesquelles on peut calculer des primitives. Donc là, on utilise la décomposition trouvée précédemment. Et je m'aperçois que j'ai deux expressions qui sont assez simples, qui sont de la forme U' sur U. Alors la dernière n'est pas tout à fait de la forme U' sur U, donc je la transforme en mettant ici un moins 1. Et bien sûr, pour compenser, je mets un moins ici. Pour bien avoir un plus à la fin, pour bien avoir la même expression. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'ai clairement, après, j'ai quelque chose qui est bien écrit, où j'ai bien du U' sur U. Donc comme j'ai du U' sur U, je vais chercher les primitives avec le logarithme. Hein. U' sur une primitive, c'est ln de U. Donc j'ai ln de U à prendre donc, entre deux bornes, un tiers et un demi. Bon là, donc là, c'est pour le coup assez calculatoire. Il faut remplacer par chacune des valeurs. On a un gros calcul. Voilà, on fait passer le logarithme. On utilise ln de A sur... Moi, j'ai utilisé ln de A sur B égale ln de A moins ln de B. Après, il y a d'autres moyens. On peut faire le logarithme du quotient et simplifier. Enfin, voilà, il y a plusieurs approches calculatoires. Et puis à la fin, bon, ben, on arrive au résultat. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Merci Gilda. Alors on va continuer avec l'autre exercice. Vous mettiez en œuvre des intégrations par partie. Alors dans des exercices divers, la première question, c'était 3 intégrales à calculer avec des intégrations par partie. Et puis la deuxième, c'était une fonction, on essayait d'établir une relation récursive. Bon, fonction à paramètres, un peu plus compliqué. Alors là, pour les premières intégrales, la problématique est de bien identifier. Attends, je ne suis pas sur le bon. Je ne suis plus sur le bon. Attendez. Je ne suis plus sur la bonne page là. Voilà. Je reviens sur la page. Excusez-moi. Voilà. Alors, pour les trois premières intégrales, la difficulté, c'est d'identifier les bonnes fonctions à mettre en place pour l'intégration par partie. Voilà, donc sur cet exercice, est-ce que vous avez eu des difficultés? Et si oui, à quel endroit? Monsieur, Oui, Anaïs? pour l'exercice 5, quand on a dans le petit grand 1, on doit calculer les intégrales, mais en fait, je ne comprends pas comment vous avez fait pour trouver que pour, par exemple, quand U' de x égale à 3x, U de x égale à 1 tiers de 3x. Mais j'arrive pas à voir comment on fait pour avoir 1 sur 3 devant. Ah, 1 sur 3. Alors, je vais t'expliquer ça. C'est une bonne question. Je vais revenir. Voilà. Alors, en fait, là, c'est un problème de recherche de primitive. Hein, puisque j'avais noté U de x, U' de x, pardon, et je cherche U de x. Alors, U' de x, c'était exponentielle 3x. Je vais faire le reste pour qu'on y voit bien. En fait, c'est comme si tu cherchais une primitive d'exponentielle 3x. Donc là, c'est vrai que j'ai pas fait le détail, mais en fait, le détail est comme ça.
C'est-à-dire que je vais en fait écrire 1 tiers fois 3 exponentielle 3x. Et pourquoi je fais apparaître ça? Parce que j'ai une structure ici. Je fais apparaître une structure de la forme V' exponentielle V. Donc, au moment où je vais chercher une primitive, c'est exponentielle V. Donc, il y a le 1 tiers qui est en facteur devant. Et donc, j'aurai u de x qui vaut 1 tiers. Et après, donc je prends une primitive de 3 exponentielle 3x. Donc, c'est exponentielle 3x. En fait, vous pouvez aussi jouer avec les coefficients. Imaginez que quand vous redérivez exponentielle 3x, vous avez 3 exponentielle 3x. Et donc, pour compenser le 3, on va multiplier par 1 tiers. Est-ce que ça répond bien à ta question? Oui, monsieur. Oui, merci. Donc voilà, en fait, il y avait, pour ces 3 fonctions-là, il y avait des recherches. Il faut essayer de bien poser les fonctions au départ, trouver les primitives, primitives et dérivées de l'une et de l'autre, puisque c'est croisé. Et ensuite, on pose l'intégration par partie. La deuxième intégrale, vous avez dû vous apercevoir qu'il y avait une double intégration par partie. C'est-à-dire que quand on faisait la première, on abaissait le degré du polynôme d'une unité. Ici, on avait un polynôme degré 2. Ici, on se retrouve avec un polynôme de degré 1, mais on est encore toujours bloqué pour calculer l'intégrale. Donc, mais on s'aperçoit que le processus est performant, puisqu'on arrive à abaisser le degré. Donc, on va refaire une intégration par partie sur cette intégrale-là, de manière à tomber encore d'un degré et avoir une constante. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je fais une petite pause, c'est-à-dire une pause. Je pose i, je pourrais l'appeler autrement, mais je donne un nom à l'intégrale, je calcule tranquillement l'intégrale, avec une autre intégration par partie, et après je reviens à l'intégrale de départ. C'est-à-dire que je vais calculer i ici grâce à une intégration. Donc, on fait l'intégration par partie, on trouve une certaine valeur, et ensuite je réinjecte cette valeur dans la formule pour trouver b. Pour le troisième, alors ce qui est intéressant, c'était de voir qu'il ne faut pas systématiquement, par exemple, quand on a des polynômes, les deux premiers, on avait des polynômes, on avait tendance à les dériver. Ici, on avait posé v de x égale x, on le dérive. Là, on avait une structure polynomiale v de t égale t carré plus t, on le dérive. Mais ce n'est pas systématique. Là, par exemple, dans la troisième intégrale, ce n'était pas un bon choix parce que sinon, ça nous aurait obligé à chercher une primitive de ln de 3x plus 1. Donc là, on va plutôt chercher une primitive de 3x plus 1 au cube, qui est un polynôme, et on va dériver v de x. Alors là, c'est intéressant parce que la dérivation du logarithme nous permet de faire disparaître le logarithme, et donc on a des expressions sans logarithme, et on peut calculer l'intégrale. L'intégrale était calculable sans problème après. Sans problème. C'est assez technique, mais... Est-ce que vous avez des questions là sur cette partie? Donc, 3 exercices. 6 exercices d'application des intégrales, intégration par partie. Bien sûr, après, il y avait l'autre exercice qui est beaucoup plus délicat ici, puisque, enfin, plus délicat. Je vous ai mis en remarque qu'il est important de bien identifier la variable d'intégration. Parce qu'ici, vous avez du t et vous avez du x. X, c'est la variable de la fonction. Donc le dt, là, il est très important. Et c'est pour ça que j'ai vraiment insisté là-dessus, de bien penser à mettre dt, dx. Quand vous n'avez qu'une seule variable, ça ne prête pas à confusion. Quand vous avez plusieurs variables, il faut savoir quelle est la variable que l'on va intégrer. C'est un peu comme quand vous avez une somme avec du k et du n. Il faut savoir quel est l'indice de sommation. Est-ce que c'est k ou est-ce que c'est n? Donc ici,
pour décomposer, on faisait aussi une intégration par partie qui portait sur K. Donc, il faut bien avoir en tête que si ça porte sur K, X est une constante. Donc là, pour rebondir un petit peu sur la question que tu me posais tout à l'heure, Anaïs, par exemple, quand je cherche une primitive d'exponentielle de moins tx, c'est-à-dire j'ai ici u' de t égale exponentielle de moins tx, x est non nul, hein. En fait, je vais un peu artificiellement aussi, éventuellement, l'écrire moins 1 sur x fois moins x exponentielle moins tx. Pourquoi je l'écris un peu artificiellement comme ça? Parce que je fais apparaître du v' exponentielle v. Je dérive par rapport à t. X est une constante au regard de la variable d'intégration. C'est-à-dire que pour avoir 3, par exemple, c'est comme ça, 3x, 5x, 3t ou 5t. Donc, au moment où je vais chercher une primitive, je vais garder le facteur et je vais avoir une primitive de v' exponentielle v, c'est exponentielle v exponentielle moins tx. Voilà, le calcul était assez technique, il ne fallait pas s'embrouiller en fait, surtout sur les variables. Et à la fin, on trouvait bien la relation récursive. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur le TD? C'est bon? D'accord. Bon, alors je vais terminer avec le TP d'informatique. Donc on va travailler un tout petit peu dessus, hein. Donc je pense qu'on sera quand même obligé de faire une troisième session sur Zoom, là. Bon, là pour le moment on va continuer, hein. On n'a pas encore consommé les 40 minutes. Alors je vais aller chercher le TP. Voilà. Alors, le TP, c'est un TP qui permet de calculer des valeurs approchées d'intégrale. Ce qui est important, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce graphique. Alors, je vais essayer de vous le réexpliquer peut-être un peu au tableau pour bien comprendre le principe d'approximation des intégrales par des rectangles, enfin, graphiquement. Alors, je vais revenir sur le tableau. Voilà. L'idée, en fait, c'est que un ordinateur, lui, vous vous souvenez, il travaille point par point, c'est-à-dire que même quand il trace une courbe, pour lui, ce n'est pas une courbe, c'est plein de points qui vont être liés par des tout petits segments. Les petits segments, ils sont très petits à l'œil nu, on n'arrive pas à les voir. Si on pouvait zoomer, on pourrait les voir et voir qu'en fait, c'est des tout petits segments qui sont reliés les uns aux autres. Donc, on va avoir le même problème pour calculer une intégrale. Si j'ai une intégrale à calculer, alors, imaginons par exemple que j'ai une fonction qui soit comme ça. Et je veux l'intégrale entre A et B. Voilà. Donc, j'ai une partie où l'intégrale est positive et une partie où l'intégrale est négative. C'est pas gênant. On va calculer des, entre guillemets, des aires négatives. C'est-à-dire, on va calculer des rectangles. Bien sûr, l'aire est positive, mais on aura des rectangles, disons, l'aire sera positive, on prendra l'opposé. Enfin, je vais m'expliquer.
L'idée, voilà, l'idée est la suivante, c'est que l'ordinateur, on va lui dire quoi? On va lui dire de découper le segment AB en petits tronçons réguliers. Et sur chacun de ces tronçons, on va lui demander de calculer des rectangles. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est là, en fait, où c'est pas tout à fait une aire. Quand c'est positif, c'est une aire. Quand c'est négatif, c'est l'opposé de l'aire. Donc, lui, on va découper avec des rectangles. Alors, si je prends des gros rectangles, par exemple, de prendre des rectangles avec des grosses bases. Voilà, je prends des rectangles avec des grosses bases. Voilà, j'ai un autre rectangle ici. Si je prends des rectangles avec des bases larges, je vais avoir beaucoup d'erreurs entre l'aire, alors je parle d'aire algébrique, c'est-à-dire positive ou négative, de mes rectangles, et l'intégrale. J'ai vraiment un gros différentiel. Là, par exemple, mon rectangle ne correspond pas du tout à ce qui se trouve, à l'aire qui se trouve ici entre l'axe des abscisses et la courbe. Donc l'idée, ça va être de resserrer, d'avoir de plus en plus de tout petits rectangles, des rectangles de plus en plus petits, de manière à avoir un résultat de plus en plus précis. Effectivement, si je prends des rectangles avec des petites bases, je vais avoir des rectangles qui vont être assez proches de ma courbe. Et donc, où l'aire va être proche de l'aire sous la courbe qui correspond à l'intégrale. Il faut que les bases soient régulières. Donc, la stratégie, ça va être de découper voilà, on va découper l'intervalle en petites subdivisions et on va calculer l'aire. Donc, l'aire de base, ça va être, si je prends ici une subdivision, ça va être la largeur fois la hauteur. Alors, la hauteur, ici, elle est positive. Ici, elle est négative. Donc, c'est intéressant parce que je n'ai pas tout à fait une aire géométrique. Quand c'est négatif, j'aurai là la largeur donc, qui est positive et une hauteur entre guillemets négative, c'est-à-dire une valeur négative, qui va bien correspondre à l'aire qui est ici positive, mais à l'intégrale plutôt qui est négative. Pour calculer la hauteur, il suffit de prendre l'image de ce point. Donc, si par exemple ce point il vaut x et k, ben, ici xk plus 1, l'aire de ce rectangle, ça va être xk plus 1 moins xk. Donc ça, c'est la largeur. Et la hauteur, ça sera l'image de xk par la fonction f. Donc j'aurai l'aire de ce rectangle. Donc si je fais une somme, k allant de 0 à n de ces valeurs-là, je vais avoir la somme des aires algébriques de ces rectangles. Et j'aurai quelque chose qui sera assez proche de l'intégrale. Maintenant, xk plus 1 et xk, en fait, ça correspond au pas de la subdivision, puisque la subdivision est toujours, c'est la xk plus 1 moins xk, c'est la longueur de ce petit segment ici. Donc, cette différence, c'est le pas. Donc, par exemple, si j'ai décidé de découper B, A et B en n subdivisions, la longueur d'un pas, ça sera B moins A. B moins A, c'est la longueur totale divisée par n. Et après, l'image, ça sera l'image du km, du km, de la km valeur. Et donc, on va pouvoir le calculer en ajoutant à chaque fois le pas. Voilà un petit peu l'idée générale pour calculer, pour approcher une intégrale avec ce qu'on appelle des sommes. Alors, ces sommes-là s'appellent des sommes de Riemann.
Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Déjà, est-ce que vous avez compris le principe général d'approximation? Ou bien est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris? N'hésitez pas à utiliser votre micro pour que ça soit un peu plus interactif, qu'on puisse avancer après. Vous me répondez, vous pouvez même répondre à plusieurs, comme si on était en train de discuter en classe. Moi, pour l'instant, ça va. D'accord. Donc, ceci étant vu, alors je ne sais pas si vous avez bien compris. Alors, je vais quand même revenir un tout petit peu sur cette formule ici, que vous la compreniez. B-A sur n, si vous voulez. B-A sur n, c'est la largeur ici du rectangle. Et f de a plus i fois b-a sur n, quand i va de 0 à n-1, c'est la hauteur. Donc en faisant la somme, b-a sur n fois f de a plus i fois b-a sur n, ça représente l'aire algébrique du rectangle. Et comme on fait la somme, on additionne les aires algébriques et on obtient donc la somme de tout ce qui est grisé ici. Donc, si on pousse, là on a une valeur approchée. Si on poussait la subdivision jusqu'à l'infini, c'est-à-dire si, et c'est le résultat suivant qui est assez important, si on fait un calcul de limite, ça va tendre vers l'intégrale. Donc là, on est vraiment dans un point de vue théorique. Bien sûr, sur l'ordinateur, on ne pourra pas faire tendre vers l'infini. Mais par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre un grand nombre de rectangles, donc prendre des subdivisions assez petites, de manière à avoir un résultat assez intéressant qui permettra d'avoir une bonne approximation de l'intégrale. Alors, avant de passer à la programmation, je vous ai proposé un exercice que j'avais trouvé dans Écricom 2018, que personnellement je trouve difficile parce que il nécessite en fait de faire une utilisation des sommes de Riemann dans l'autre sens. Alors, je m'explique. Généralement, on utilise les sommes de Riemann pour donner une valeur approchée d'intégrale. C'est-à-dire, on cherche une intégrale, on ne connaît pas sa valeur, on n'arrive pas à la calculer, on va utiliser les sommes de Riemann pour avoir une valeur approchée. Là, le problème qui était posé à Écricom, il était dans l'autre sens, c'est-à-dire, je n'arrive pas à calculer une somme, je vais la traduire par une intégrale que je peux calculer. C'est assez original. Bon, c'est tombé à Écricom, donc je me suis dit c'est un bon exercice à proposer. Éventuellement, je peux le faire au tableau parce qu'il n'est pas forcément évident. Et puis ensuite, on passera au calcul de valeur approchée avec l'ordinateur. Comme il reste 4 minutes, je pense qu'on va relancer une session consacrée à l'informatique. Et puis, je pense qu'il devrait durer une trentaine de minutes. On terminera là-dessus. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous vous envoie une invitation pour 9 h par exemple.